Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons reparler de la dette publique. Et peut-être pourrions-nous regarder du côté du Portugal. En effet, comme vous le savez, le Portugal avait une dette publique mais considérable et nous voyons que petit à petit, ils réussissent à baisser et à baisser le poids de la dette même au moment de la crise sanitaire. C'est quand même incroyable et ça ne cesse de baisser. Et le pays est maintenant en dessous du seuil de notre pourcentage de PIB, hein, puisque nous, on est à 110,6% de dette par rapport au PIB, et eux, ils en sont plus qu'à 98,7. Il faut savoir qu'ils étaient à 130% en 2000, il y a eu la crise sanitaire et là, ça ne cesse de baisser, ça s'effondre et je pense que les gouvernements devraient regarder du côté du Portugal parce que la chute de ce déficit est quand même incroyable et c'est formidable pour le Portugal. Alors, Lisbonne est parvenue, à force de rigueur, à redresser ses finances au point de dégager un excédent record en 2023. Et il faudrait que nos gouvernements regardent ce qui se passe au niveau du Portugal. C'est un Antonio Casta, tout sourire, qui s'avance vers son pupitre le 25 mars 2024 à Lisbonne, malgré la défaite de son camp face à Luis Montenegro, centre droit, lors des élections législatives anticipées au Portugal. Le chef de gouvernement socialiste a en effet de quoi rayonner. Pour fêter ses 8 années de mandat qui s'achèvent, un très joli cadeau de départ à ses concitoyens, un budget en situation excédentaire. Les chiffres étaient tombés un peu plus tôt dans la matinée. Dans un communiqué, l'INE, l'Office des statistiques locales, l'équivalent de l'INSEE, annonçait que le Portugal avait dégagé au cours de l'exercice budgétaire 2023 un excédent de l'ordre de 1,2% du produit intérieur brut PIB, le plus gros surplus de ces 50 dernières années. Vue de France en déficit chronique depuis 1974, et oui, il y a de quoi rêver. Le 26 mars 2024, soit 24 heures après son équivalent portugais, l'INSEE révélait l'ampleur du dérapage budgétaire tricolore pour 2023. Longtemps annoncé à 4,9% du PIB, le déficit des comptes publics français atteint 5,5% dans nos contrées. Entre Paris et Lisbonne, il n'y a pas seulement 2h30 de vol et un climat plus ensoleillé, il y a surtout un monde d'écart en matière de gestion des deniers publics. Un exemple récent, en 2019, quelques mois avant la crise sanitaire due au Covid, les administrations publiques françaises devaient déjà à leurs créanciers 2374,9 milliards d'euros, soit 97,4% de la richesse produite cette année-là. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la dette publique grimpe désormais à 110,6% au PIB. Au Portugal, si la dette atteignait 116,6% en 2019 avec un pic à 134,9% en 2000 dû à la pandémie, elle a depuis été ramenée à 98,7%. D'un côté donc, une hausse de près de 13 points contre une baisse de 18 points pour notre partenaire européen. Alors quel est donc le secret de ce pays pour qu'il prenne à ce point l'avantage sur celui de notre pays, notre cher hexagone? Du courage politique et un travail de longue haleine. Au début des années 2000, les finances portugaises se retrouvent dans une situation dramatique. Le déficit public oscille autour de 6% par an entre 2003 et 2005. En plus, le système des retraites menace de plomber le budget de la sécurité sociale sous l'effet du vieillissement de la population. Pour redresser la barre, le Premier ministre José Socrates
Un socialiste comme quoi tout est possible administre dès 2006 un traitement de choc au pays. Il dépouille les fonctionnaires de leur régime de luxe pour l'aligner sur celui du secteur privé, faisant passer progressivement l'âge légal de la retraite de 60 à 65 ans. Cerise sur le pastel de nata, José Socrates introduit un facteur de durabilité. Plus l'espérance de vie augmente, plus l'âge normal d'accès à la pension recule. Il est fixé à 66 ans et 4 mois pour 2024. Cette réforme pose les fondations du redressement actuel, car, comme en France, les dépenses liées aux pensions pèsent dans les comptes publics portugais. Après avoir atteint un pic de 13,94% en 2014, le poids des retraites dans le PIB est descendu à 12,43% en 2019 selon les chiffres de l'OCDE. Le redressement du Portugal doit aussi beaucoup à sa mise sous tutelle de la Troïka, Union européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international en 2011, reconnaît-on aujourd'hui. C'était d'abord douloureux, mais cela a ensuite permis d'assainir les finances publiques de manière impressionnante, observe Guillaume Therrien, qui est économiste à la BNP Paribas, spécialiste du Portugal. Le 6 avril 2011, José Socrates, qui s'apprête alors à quitter le pouvoir, adresse une demande d'aide financière à la Troïka sous la pression des marchés financiers qui ne prêtent plus qu'à des taux prohibitifs. Le pays, tout comme la Grèce et l'Irlande, se prend de plein fouet la crise de la dette qui s'abat sur la zone euro. Sa dette publique s'envole à plus de 130% du PIB. Le pays avait à peine plus de 300 millions d'euros en caisse, pas assez pour payer les fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année 2011. Raconté en 2015, José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. En contrepartie d'un prêt de 78 milliards d'euros, Pedro Passos Coelho, centre droit, qui remplace Socrates, multiplie les réformes douloureuses pour sauver le pays entre 2011 et 2014. Vaste programme de privatisation, augmentation de la TVA, suppression des 13e et 14e mois des fonctionnaires, non-remplacement d'un départ à la retraite d'un agent public sur deux. Le gouvernement s'attaque également au marché du travail pour redonner la compétitivité au pays. Il réduit ainsi le salaire minimum et les indemnisations chômage, allonge le temps du travail, facilite les licenciements individuels. La colère sociale explose et la Troïka veille au grain, mais ouf, le pays échappe à la pire des situations, celle de devoir essuyer un défaut de paiement. Ce fut un traumatisme. La menace de retomber un jour sous cette tutelle pousse aujourd'hui la classe politique, à droite comme à gauche, à un sérieux budgétaire, souffle un économiste spécialiste du pays. Depuis cet épisode, le Portugal s'efforce d'avoir une gestion budgétaire respectueuse du pacte de stabilité avec Bruxelles, ce qui lui vaut la confiance des marchés ainsi que des agences de notation qui attribuent des A à sa dette publique. Et désormais, Lisbonne maintient le poids de ses dépenses sociales à 24,6% selon l'OCDE contre 31,6% de son PIB pour Paris. La France peut-elle emprunter le même chemin pour redresser ses comptes? Certes, sa situation budgétaire dégradée n'est pas celle du Portugal des années 2010, mais elle aurait tort de s'en inspirer, car la menace d'une nouvelle dégradation de sa note dans les mois et les années à venir continue de planer. Un autre élément explique la bonne santé budgétaire du pays de Cristiano Ronaldo, sa croissance économique, en moyenne supérieure à celle de l'Union européenne ces 10 dernières années. Le Portugal a su profiter de la croissance pour redresser de manière plus structurelle ses comptes publics, explique Jesus Castillo, économiste Europe du Sud chez Natixis. En période de cycle de croissance, Lisbonne a enregistré des rentrées fiscales plus fortes qui ont plus que compensé la hausse des dépenses publiques, précise Guillaume Therrien. La gestion budgétaire que le pays de Kylian Mbappé n'a suivi que partiellement.
lorsque la France enregistrait une croissance économique de 2,3% en 2017, de 1,9% en 2018, puis de 1,8% en 2019. Elle accusait par ailleurs des déficits budgétaires de 3%, 2,3% et 2,4%. En la matière, Paris devrait une fois encore s'inspirer du Portugal. Heureusement, il nous reste le foot où nous sommes peut-être les meilleurs. Je ne sais pas trop, je ne suis pas trop le foot, mais c'est ce qu'on me dit. Mais bon, il faudrait que quand même les politiques se mettent à avoir du courage et non pas comme Emmanuel Macron avec le quoi qu'il en coûte qui déverse des milliards. Il faut bien entendu emprunter, mais emprunter pour investir dans l'avenir, entreprise pour créer des nouvelles entreprises soucieuses de richesse, mais pas des entreprises qui ne servent à rien et qui n'arrivent pas à faire grand-chose. Et puis, il faut remettre la France au travail. Il y a trop de gens qui sont au RSA, qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas. Il y a trop de chômeurs qui refusent des postes. Il faut à chaque une proposition, à chaque fois qu'un chômeur refuse un poste, hop, on lui supprime son allocation chômage et on le surveille. On met plus de surveillants aussi pour les arrêts maladie. Il y a trop d'arrêts maladie de complaisance. Et si, par exemple, un médecin délivre un arrêt maladie de complaisance, il doit être sanctionné tout autant que la personne qui est en arrêt maladie. Donc ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui est en arrêt maladie, moi ce que je propose, c'est que on ait au moins au bout de 2 semaines, un inspecteur qui vient. Et cet inspecteur, eh ben, il est payé pas grand-chose, mais il a une prime à avoir trouvé en fait des fraudeurs. Et ça va l'inciter à trouver des fraudeurs. Et donc, les Français auront peur de frauder. Il y a aussi tout le travail au noir qui ne cesse de croître parce qu'en fait on a complexifié le régime de l'auto-entrepreneur. Il faut retourner aux fondamentaux de ce régime qui était très bon au départ et qui permettait en réalité à la France de pouvoir recréer de la richesse. Et puis également, il faut promouvoir la création dans toutes les villes, dans tous les villages, de pépinières d'entreprises. Alors peut-être pas dans tous les villages, mais aussi quand même dans les communautés de communes. Et puis inciter les jeunes à créer des entreprises, inciter les grandes entreprises qui ont des dividendes, des fonds, de créer en fait compte des SAS, des sociétés à action simplifiée, afin de créer des holdings financières pour pouvoir aider les entreprises et de les suivre pour que ces entreprises soient pérennes et surtout fassent des marchés. Et puis également, il faut inciter les entreprises à vendre à l'étranger. Comment par exemple, en s'inspirant du modèle Alibaba. Et oui, Alibaba, ça permet aux entreprises chinoises de se mettre en relation avec des entreprises dans tous les pays du monde pour pouvoir sceller des partenariats et vendre les produits chinois à l'étranger. Il faut faire la même chose en France. Voilà. Il y a plein de propositions qui permettraient à la France de se remettre à l'étrier et de pouvoir se désendetter et de redevenir une puissance mondiale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.